Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de la French Touch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interviewe des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produit ou design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify, bref. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, l'écosystème français est, je trouve, suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein de ces grandes entreprises. Alors pendant environ 1 heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies, leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises. Ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes, ou tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils, et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement de votre vie. Alors j'essaie de publier un épisode 1 fois par semaine, vous retrouverez aussi les références ou les citations sur le site qui est en lien dans le descriptif de cet épisode. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont répondu au petit questionnaire qui est épinglé sur le compte Twitter du podcast, @lafrenchtouchfm. Je prends note de tous vos conseils et de vos suggestions pour améliorer le podcast. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à me faire vos retours en répondant à ces quelques questions. Un merci tout particulier à Julien, Michel, Simon, Mathieu, Claire, Olivier, Stan, Jonathan et Chloé pour leur aide précieuse, leur temps ou pour leurs dons. Car oui, il est désormais possible de soutenir financièrement le podcast sur Patreon. Merci également à toutes celles et à ceux qui ont laissé une note ou un commentaire sur iTunes, sur Twitter ou par email. Ça fait vraiment plaisir, ça motive et ça m'aide à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou Google Podcast pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Alors, juste avant que nous passions à notre invité, je voulais vous faire une petite annonce. Je lance un nouveau podcast, plus court, qui s'appelle Le Pitch. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous laisse écouter le trailer d'introduction. Le Pitch, c'est un nouveau podcast qui renverse à la fois les codes du podcast et du monde des startups. En 5 minutes chrono, toutes les semaines, une startup va pouvoir vous présenter son projet, son équipe, le problème qu'elle résout, vous parler de son marché, bref, elle va pouvoir vous faire son fameux pitch et essayer de vous convaincre de l'aider. Alors qu'elle soit à la recherche d'investisseurs, de financement pour un projet participatif, de bêta-testeurs, de votes, de partenaires, de clients, voire pourquoi pas de salariés, ces startups auront 5 minutes pour vous convaincre et pas 1 minute de plus. Si leur pitch vous plaît, vous pourrez les contacter directement depuis l'épisode sur votre appli préférée ou sur le site web lepitch.fm. Alors, si vous êtes une startup qui souhaite pitcher ou si vous voulez être informé de la sortie de ce nouveau podcast, il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans le descriptif de l'épisode. C'est un lien qui commence par Product Hunt. Voilà. Passons maintenant à notre invité. J'ai la chance de recevoir dans cet épisode Julie Delannoy, Product Designer chez Product Hunt. Product Hunt, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un peu le site de référence, au même titre que Hacker News ou Reddit, pour découvrir de nouveaux produits. C'est l'endroit vers lequel toute la Silicon Valley, et par extension le monde du produit, se tourne pour découvrir les nouvelles apps, les nouveaux sites web, les projets fous de hardware. Le site a été créé par Ryan Hoover en novembre 2013, qui est passé pour l'occasion par Y Combinator, le célèbre incubateur de start-up aux US, et financé par Andreessen Horowitz, le non moins célèbre fonds d'investissement. Fin 2016, Product Hunt a été racheté par AngelList, mais la startup continue d'opérer de manière autonome, comme vous l'apprendrez dans cet épisode. Alors, à tous les fans de Product Hunt, vous en apprendrez plus sur cette incroyable startup, sur son mode de fonctionnement, sur son fondateur, Ryan Hoover, ou encore aussi sur les do's and don'ts pour apparaître en première place sur la home. On aborde beaucoup de sujets, que ce soit sur l'entreprise donc, mais aussi sur Julie, sur son parcours, sur le travail en remote ou encore sur la réalité des femmes dans le monde du produit et du design aujourd'hui. Et je veux vraiment insister sur ce dernier point car les anecdotes de Julie, comme celles qui m'ont été remontées par d'autres designers ou product managers avec qui j'ai eu l'occasion d'en discuter, m'ont réellement fait prendre conscience à quel point il y a une vraie inégalité qui existe et même qui persiste entre les hommes et les femmes encore aujourd'hui. Donc il est vraiment temps que les choses évoluent et j'espère qu'à travers ce podcast, à mon petit niveau, je pourrai aider à faire bouger un peu plus les lignes. Voilà. Ensemble, à nous de changer vraiment tout ça. Donc, un grand merci à Julie pour son temps
et belle écoute à vous en compagnie de Julie Delannoy. Merci beaucoup Julie de venir sur la French Touch podcast. Pour ceux qui nous écoutent, tu es dans le product design depuis maintenant plus de 10 ans. Alors en 10 ans, la liste est longue des startups que tu as aidé et accompagné. Dailymotion, Deezer, VidDressing, Mention, PrestaShop, Guidebook, Arte, Dashlane, Sigfox, bref, que des beaux noms. Tu es maintenant depuis un peu plus d'1 an product designer full-time chez Product Hunt, sachant que tu avais déjà travaillé pour eux pendant 2 ans dans le studio TM, qui est basé à San Francisco. Alors, au milieu de toute cette aventure freelance, entrepreneuriale, tu as monté Kind en 2014, qui est une application pour prendre des photos et des vidéos pendant les concerts sans déranger les voisins. C'est sympa, ça. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on s'était rencontrés. Moi, je travaillais encore à l'époque chez Apple. Tu as beaucoup participé également à d'autres projets. Donc, il y avait Téléport, Remote Stories, qui est absolument génial. Alors, je voyais une description, c'était dans Product Hunt, où quelqu'un qui disait c'est le Yik Yak pour les gens qui bossent en remote. Donc, ouais, c'est un peu ça. L'idée, en fait, c'est de partager un peu ses états d'âme, parce qu'effectivement, le fait de bosser en remote, ça peut être compliqué, on peut se sentir seul, et donc c'est bien d'être un peu accompagné. Ouais. Et c'est rigolo, parce qu'à un moment donné, j'avais l'idée j'en avais parlé avec un pote, d'avoir une caméra. Je me connecte le matin, j'ai toujours une caméra où je vois d'autres personnes en remote, et voilà. Alors, il y a une start-up, il me semble, qui fait ça, mais pour les teams en remote. Ouais. Et... alors moi, ça m'angoisserait, mais ouf. D'accord. Ouais, c'est le côté un peu, bon, c'est bien, t'es en pige, t'es en pige, t'es posé, tu sais pas. C'est quoi l'intérêt d'être en remote s'il y a tout le temps quelqu'un qui te regarde? Qui te regarde. Première question. Donc, tu as une longue carrière quand même en tant que freelance ou indépendante. Et pourquoi décider tout d'un coup, on va dire, de passer full-time chez Product Hunt? Alors, ça s'est pas fait tout d'un coup comme ça a pas été brutal. Je dois dire que j'avais rejoint TM quand Kevin Tunk, qui bossait déjà là-bas, m'en a parlé parce que l'un de leurs clients, c'était Product Hunt, donc c'était vraiment un produit sur lequel j'avais envie de bosser. Mais la réalité, c'est que quand t'es freelance en product design, je dis pas que c'est un souci, par exemple, quand tu fais du branding ou juste du visual design, mais quand tu fais du product design, le souci du freelance, c'est que généralement, t'as pas le temps de vraiment approfondir dans tout ce qui est metrics, de faire des itérations, de vraiment suivre l'évolution du produit. Tu dois tout caser dans 3 mois ou quelques semaines. Et 3 mois, je suis vraiment généreuse. Ouais, généralement, c'est beaucoup plus court que ça, ouais. Et je trouve que ça peut être bien, par exemple, de faire du consulting et de donner des conseils à une boîte, en fait, sur son produit. Mais quand t'es la seule personne, en fait, qui s'occupe de leur produit, ouais, que tu fais ça en speed, avec les autres dossiers à gérer, et que soudainement le truc est launché et t'as aucune idée en fait de ce qui se passe derrière pour les stats et de ce que tu pourrais améliorer encore, je trouve ça un petit peu frustrant. Ouais. C'est pour ça que je préférais bosser full time en fait sur quelque chose où je sais que je peux vraiment améliorer le produit, je peux vraiment atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et c'est pas forcément le cas en fait quand t'es en freelance sur des missions courtes. C'est ok, ouais. Ça, c'est ce que t'avais quand même vécu dans d'autres projets sur lesquels t'avais travaillé avant. Exactement, ouais. J'ai eu plein de projets comme ça où j'ai voulu m'investir à fond parce que ça sert à rien en fait de faire les choses à moitié. Et le souci, c'est que ça devient très très compliqué en fait de revoir un client 2 ou 3 semaines après que le projet soit terminé en disant bon, est-ce que je peux avoir accès à vos stats et ce genre de trucs. Et généralement la collaboration est terminée, ils veulent absolument rien faire parce qu'en fait ils sont très inquiets de tout ce qui va être facturation, etc. D'accord. Okay. Ce que je peux comprendre, il y a pas de souci, c'est juste que malheureusement, je dis bien malheureusement, le product design, c'est pas de la sorcellerie, donc il y a pas en fait un truc où tu claques des doigts et soudainement ça fonctionne. Oui, l'expérience, ça aide vachement à prendre les bonnes décisions, mais il y a jamais rien qui sera
parfait si t'as pas les stats et que tu peux pas rebondir dessus, quoi. Et dans le cadre de Product Hunt, je me souviens de la conversation avec Kevin Tunk. Justement, on l'avait eu un peu dans un épisode que je vous invite d'ailleurs à écouter. Ils avaient du coup complètement externalisé cette gestion du produit. Exactement, ouais. Et donc l'équipe fondatrice faisait tout sauf ça, mais comment vous arrivez à gérer Alors là, la relation elle était vraiment très différente parce que déjà la relation entre le studio TM et Product Hunt, elle a duré pendant plus de 2 ans. Ouais. Pendant plus de 2 ans, toutes les semaines, Vous aviez un meeting. On était en contact Ouais. avec l'équipe Product Hunt. On avait accès quand même à leur retour de stats, etc. Okay. Donc on pouvait vraiment faire du product design là-dessus. Ah ouais. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'en freelance, généralement, t'as pas ça. En tout cas, pas avec des clients français, j'ai jamais eu ça. On me demande de rendre les trucs jolis, quoi. Ouais. Ah ouais. Voilà. ouais, le côté. Ok, c'est plus du visual design que du product design. Quoi. Exactement, c'est plus du visual design. D'accord. Okay. Ce qui me dérange pas. Hein. Ouais. J'adore faire du visual design. C'est beaucoup plus simple, on va dire, ouais. et c'est super fun. Mais si je suis product designer, c'est parce que j'aime faire plus que ça, ouais. Faire un peu plus que ça. Justement, dans les, alors, c'est un peu, on va dire, la partie product hunt, d'accord. T'as travaillé, je regardais, sur pas moins de 7 projets différents chez eux. Je te l'ai dit. J'en ai aucune idée. Ah ben voilà, mais je te le dis. En tout cas, de ce que j'ai noté, donc premier projet, ça remonte à mars 2016. J'imagine que c'était avec le studio, qui était les Topics. Ouais. Ensuite, t'as travaillé sur le shop. Ouais. Sur Kittybot. Ouais. On se souvient. Sur les cards à intégrer, Product Hunt Cards à intégrer sur les sites web. Il y a eu un gros revamp du site en août 2017, Product Hunt 4.0. Je vais passer un examen. Le chat. J'ai pas bossé sur le chat. Ah, ok. Non, je suis en support en fait sur le chat parce que il y a pas mal de restructuration en ce moment sur l'équipe et du coup je vais m'en occuper maintenant quand j'aurai un tout petit peu plus de temps. Ah ouais, parce que j'allais dire là t'as lancé très récemment Makers, qui est top. Enfin moi je fais partie de la communauté des podcasters, c'est vraiment super comme initiative. Tu peux expliciter un peu plus ce que c'est? Alors Makers ça part de très très loin parce que c'était pas du tout ce qu'on avait prévu de faire à la base. Ouais. Mais Makers maintenant c'est une section dans Product Hunt où pour le moment c'est encore un peu fermé. Ouais. Où des personnes comme toi et moi qui bossent sur des produits, qui ont décidé de fonder quelque chose ou qui bossent sur leur side project ou qui cherchent un job ou qui font des trucs dans leur vie en fait, ouais. partagent leur ce qu'on appelle des goals, leurs objectifs et l'objectif de Makers en fait c'est de te sentir comment on dit ça en français? J'adore cette question à chaque fois. Dis-le en anglais. Accountable. Ouais, te sentir responsable, observer, redevable. Voilà, genre que t'es un petit peu de la pression de tes pairs, tu vois, qui te disent vas-y, on est là pour te soutenir et tu vas atteindre ton objectif et ça va bien se passer. Et on avait commencé ce projet, enfin par tout à fait autre chose, mais quand on s'est rendu compte que ce qu'on était en train de faire allait pas suffire, on avait bossé sur un MVP sur Dropbox Paper. Exactement, ouais. Et en fait, on avait invité une dizaine de makers à partager leurs objectifs, un peu comme ça, dans un document qui était privé, et à voir ce qui allait se passer entre eux. Sachant que c'est des gens qui se connaissent pas. Et c'était volontairement des gens qui se connaissaient pas. C'est des gens qui se connaissent pas du tout. Et suite à ce truc-là, par exemple, t'as un étudiant qui a trouvé son stage avec un des makers qui était dans le truc. T'as quelqu'un d'autre qui a trouvé son co-founder. Quelqu'un qui était en train de préparer son deck pour lever des fonds et qui avait strictement aucune expérience a reçu de l'aide là-dessus. Tout ça dans la partie un MVP, quoi. Tout ça dans un MVP. Alors on était genre super excités à se dire ok, si on arrive à faire ça avec une dizaine de personnes sur un document Dropbox, tu vois, on peut faire un truc qui potentiellement peut aider des gens
à créer des trucs cool, à trouver le job de leur rêve ou à atteindre leurs objectifs dans la vie, quoi. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a commencé Makers. Il y a plein d'autres trucs. Comment t'expliquer? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai commencé à bosser là-dessus en septembre dernier. Ok. Ah ouais, ça fait un an. Et en décembre dernier, j'avais designé un truc qui va certainement pas être terminé d'être implémenté avant mars prochain. C'est-à-dire que j'étais tellement à fond dedans que j'ai juste dû designer, je sais pas, 500 screens, 500 trucs différents, genre plein de flows. La plupart des feedbacks qu'on reçoit maintenant, c'est déjà des trucs qui sont prévus, mais de longue date. C'est juste que, en fait, on est 2 personnes à bosser là-dessus. Vous êtes et de manière générale, vous êtes combien chez Product Hunt, là? On est une vingtaine. Une vingtaine. Et sur la partie produit design? Alors, on est 2 designers. 2 designers. C'est qui l'autre personne? Chad Whittaker. Ok. Et en développement, il y a Veselin, Radoslav, Ayrton, Raoul, Corbin. Donc, c'est 5 personnes. 5 personnes. 7, c'est l'équipe. Ah, il y a Ves. Non, 5 personnes. Une petite dizaine de personnes, donc un peu moins de la moitié de tout Product Hunt qui bosse sur le produit et la tech. Exactement. Okay. L'autre moitié, c'est la communauté. C'est la communauté. Ouais. Ok. Et pour revenir un peu sur Makers, donc, parce qu'on n'a pas explicité peut-être très clairement ce que c'est. Moi, Gabriel, je vais sur Product Hunt. Je fais partie, donc j'ai la chance de faire partie pour l'instant de cette communauté privée qui me permet toutes les semaines de mettre à jour la liste des objectifs que je veux définir. Je rentre tout simplement liste de X objectifs que j'ai. Par exemple, là, c'est enregistrer un épisode, c'est mettre à jour mon site, enfin peu importe les thématiques. Je définis les objectifs. Les gens qui font partie de la même communauté que moi ont la possibilité de commenter. On peut commencer à discuter là-dessus, ce que je faisais encore hier soir pour récupérer des vidéos d'un truc avec un Français qui fait un autre podcast. Et il y a un côté qui est hyper positif, c'est un bouton qui s'appelle Cheers, qui est en fait un engagement où d'autres de la communauté te soutiennent, exactement. Ouais. Voilà, te soutiennent. Donc ça motive, ça booste, ça donne un côté effectivement redevable où tu dis merde, j'ai mis ça sur ma page. Maintenant il y a des gens qui regardent. Maintenant il y a des gens qui regardent, qui ont liké entre guillemets ou qui ont mis un commentaire dessus. Donc il va falloir que je le fasse. Voilà. Ça c'est la forme actuelle du projet. Ouais. Ce qui m'intéressait, donc il y a un article de Ryan qui explicite un peu ce que tu dis sur Dropbox Paper, comment les projets naissent chez Product Hunt. Est-ce qu'il y a une organisation assez flat, chacun peut venir? Est-ce que ça vient généralement des mêmes personnes? Comment ça se passe? Alors en fait, une fois par an, on fait un énorme meet-up, un team meet-up où on ramène tout le monde. On ramène tout le monde dans les bureaux, parce que l'équipe est principalement remote. On est sur, je sais pas, 7 ou 8 time zones différentes. Ah ouais. Un truc comme ça. Et on discute de ce qu'on veut faire. Ok. Et tout le monde discute de ce que vous... Tout le monde. Okay. Tout le monde discute de ce qu'on veut faire. Et on décide ensuite de réorganiser tout ça. On se donne une semaine pour voir si ça colle avec les grands objectifs en fait de Product Hunt pour cette année. Et ensuite on crée des équipes. D'accord. Et okay. quand je dis on crée des équipes, c'est juste tu dis moi j'ai décidé de bosser sur ce truc-là et je veux un tel et un tel là-dessus. Ah ouais. c'est pas le process. Non, il y a très peu de process. Ouais. Même de process de design, vous faites pas spécifiquement. Je regardais par exemple, je discutais avec Edouard de chez Alan. Ouais. Qui m'expliquait que faisait par exemple un product stratégie, c'était un sprint de product stratégie où tous les gens de la boîte se réunissaient et pendant une semaine on appliquait la méthode du design sprint de Google et en avant on arrive à ficeler en fait les produits ou les fonctionnalités qu'on veut développer. Là on n'est pas du tout. Alors moi ça me plairait parce que je suis très organisée sur plein de choses. C'est-à-dire que tous les projets que je fais généralement
C'est un peu machiavélique. Vas-y. Ok, quand je fais quelque chose, généralement, j'ai un énorme plan qui vient derrière. T'es pas forcément au courant, mais ça va venir. D'accord. T'es pas forcément d'accord si je te le pitch. Si je viens et que je te dis, ok, demain on fait ça pour Product Hunt, et du coup ça inclut ça et ça à faire pour qu'on atteigne cet objectif-là, généralement ça se passe pas très bien. D'accord. Mais ça se passe généralement pas bien dans n'importe quelle boîte. Si t'allais voir ton boss demain et tu dis alors ma vision pour ton produit c'est ça, généralement ça se passe pas bien. Des efforts de communication à faire. Ouais. Donc du coup, ma méthode elle est un petit peu différente. Je vais pitcher les petits bouts et ensuite je vais dire Ah, t'es vache. C'est marrant, mais ça réuni, ça fait exactement le truc que j'avais prévu. Tu manipules les gens, en fait. C'est bon. On fait comme on peut pour atteindre nos objectifs. Ah, d'accord. Donc, Maker, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Qui était à l'origine de ça, de cette idée? C'est moi qui étais à l'origine de ce truc-là, mais c'était pas forcément la direction que j'avais prévu de prendre. Je suis pas non plus dictateur, mais c'est-à-dire que j'avais pas forcément prévu de prendre cette direction-là de Makers avec des goals et machin. C'est quelque chose qui est venu assez naturellement avec des discussions avec l'équipe qu'on avait formée à la base. À la base, le projet Makers, c'était redonner une voix aux Makers dans Product Hunt. Parce que concrètement, il n'y a pas de communauté sur Product Hunt. La communauté, elle est en dehors de Product Hunt. Elle est sur Twitter, elle est sur des groupes Facebook, elle est dans des Slack. Il y a plein de gens qui se sont rencontrés sur Product Hunt qui ont rejoint d'autres communautés, ce genre de choses. Ce qui est un petit peu étrange en fait, parce que toutes ces personnes-là se sont rencontrées sur Product Hunt, ont tissé des liens sur Product Hunt, mais ne sont pas forcément actifs sur Product Hunt. Et moi, j'avais envie de rapatrier toute cette activité qu'on a mis en dehors dans la communauté pour différentes raisons. Par exemple, quand t'es en train de chercher un travail et que tu bosses dans la tech, ou enfin en tout cas dans l'univers des startups, tu dois montrer ce que t'as déjà produit. Et c'est parfois un petit peu difficile de justifier que t'as vraiment bossé sur tel ou tel projet. En revanche, quand il y a un launch de produit qui se passe sur Product Hunt, on liste les gens qui sont marqués comme étant makers. Exactement. Et il y a une sorte de social contract là-dedans qui te dit que tu peux pas t'ajouter sur un projet que t'as pas fait en fait. Parce que si tu le fais, les autres makers qui sont listés sur le projet déjà vont le voir et vont se dire non mais c'est qui ce gars. Voilà. Donc on a ce petit plus qui te différencie par exemple de LinkedIn, parce que LinkedIn, demain, moi je peux aller lister n'importe quel projet sur mon LinkedIn. Mais tu sais que c'est hyper intéressant. J'étais en train de me dire que il y a plein de side projects sur lesquels moi j'ai bossé qui ne sont pas sur LinkedIn parce que moi j'ai shut down le site, faudrait que je mette les assets, un portfolio, tout ce que tu veux, et je me dis putain mais en fait ils sont sur Product Hunt. Et moi ce que j'ai remarqué par exemple, j'ai commencé tout ça parce que je voulais redonner une voix aux makers et je voulais refaire le profil des makers parce que actuellement le profil le précédent objectif des profils, c'était de montrer l'activité que tu avais sur Product Hunt, donc tous les upvotes, etc. C'est pas tourné sur ce que toi tu fais. J'avais envie de changer ce truc-là parce que dans les stats des profils, les visites qui vont sur les profils viennent principalement de sites perso, de profils LinkedIn ou de profils AngelList. Ce qui veut dire qu'en fait, les gens listent leur profil Product Hunt comme étant une preuve de ce sur quoi ils ont bossé. Ah, c'est intéressant, ça. Ce qui est dommage parce que quand on arrive sur le profil, c'est pas vraiment mis en avant. C'est pas du tout mis en avant, en état actuel. Enfin, je prends quand j'ai fait le travail de préparation, ça va être tes milliers d'upvotes, ça va être les centaines de produits que t'as proposés, et tu vas avoir une ligne de qu'est-ce que j'ai fait, plus quelles sont les collections que j'ai créées ou auxquelles que je suis. Et puis il y a ce tout petit lien qui est les produits que t'as made. Exactement. Et c'est là où on voit le truc. Donc moi mon objectif c'est de faire en sorte que quand je vais aller voir ton profil sur Product Hunt, je sais exactement ce que tu es en train de faire maintenant avec les goals. Donc je sais si tu es en train de bosser sur un side project. Je vois le machiavélisme qui arrive. Je sais en fait ce qui se passe dans ta vie, si
Par exemple, il y a plein de gens qui postent des goals super personnels. Donc j'ai une avant-vue en fait de ta personnalité. Je sais sur quoi tu votes. Donc les topics qui t'intéressent. Je sais les projets sur lesquels tu as bossé. Je peux par exemple avoir des commentaires de makers qui ont bossé avec toi sur un projet pour dire Gabriel il a fait tel et tel truc sur ce projet-là, franchement génial. Ok, ouais. Je peux voir aussi comment t'interagis sur d'autres produits. C'est-à-dire, quand tu donnes un feedback ou t'écris une review sur un produit, comment tu le fais? Est-ce que... T'entends de me faire peur, là, T'as accès à tout sur moi, sur Productum, depuis les X années. Non, j'ai pas accès à tout, mais c'est des informations qu'on peut avoir. Ouais. Si, par exemple, moi, demain, je veux recruter un designer pour mon équipe. Ouais. Et que sur son portfolio est magnifique, sa page Productum est intéressante, tous les projets qu'il a launchés sont vraiment super cool, je suis vraiment impressionnée. Mais en revanche, je vois son activité de commentaires et de reviews, et c'est un vrai connard dans sa façon de donner tu vois. Ouais. Je me dis, j'ai pas forcément envie de travailler avec cette personne. Ouais. En revanche, si je vois une personne qui écrit une review qui est constructive ou qui félicite un étudiant qui vient de launcher un produit et qui propose son aide, ou je dis pas de travailler gratos, ce genre de choses là, mais juste d'être intelligent et d'être kind avec les gens. Ouais, c'est ça. Et ben cette personne-là, j'ai plus envie de travailler avec elle que la All-Star avec 40 000 awards et qui a bossé pour toutes les big boîtes, mais qui se comporte comme qui répond pas, ou tu lui envoies un message et il te répond pas. Qu'il ait pas d'activité, c'est pas grave. Ouais. Mais en revanche, qu'il ait une activité malveillante, ça me pose problème. Ouais, c'est des social proof de ta personne en rapport avec effectivement ton travail. Exactement. Ton travail, que ce soit side project ou pas, ouais. C'est un truc qui existe pas sur LinkedIn. Tu vas avoir des recommandations et ça va être. De toute façon, les alternatives actuelles, LinkedIn, c'est ton CV format web. Ton GitHub, c'est tes devs, c'est OK, c'est quoi tes commits, qu'est-ce que t'as développé, exactement. Etc. Et jusqu'à présent, t'avais quand même l'équivalent d'un Dribbble ou d'un Behance, qui était un peu le show-off de ce que je suis capable de faire. Ouais. Avec le pendant de éventuellement aller sur mon site web où je vais détailler, si je suis en mode product design, c'est pas juste des beaux visuels, je vais expliciter un peu ma démarche, etc. Donc là, en fait, tu viens rajouter, voire éventuellement regrouper. Là, ce qui est intéressant, enfin moi, ce que je trouve intéressant, c'est que sur Product Hunt, c'est pas juste des gens qui cherchent du travail, c'est des gens qui cherchent leurs cofondateurs, c'est des gens qui cherchent des investisseurs. Et c'est pas quelque chose qu'on traque forcément, mais c'est des histoires qu'on connaît. On sait très bien qu'il y a des gens qui ont rencontré leurs co-founders sur Product Hunt. On sait très bien qu'il y a des gens qui ont trouvé leurs investisseurs. Ouais, il doit y en avoir un paquet. Ouais. Donc, si on peut permettre de laisser aux gens plus d'espace pour montrer qui ils sont, pour qu'ils puissent briller et avoir en fait ce côté communautaire qui les sert eux, parce que mon principal objectif c'est de servir en fait cette communauté de makers. Product Hunt c'est rien du tout sans la communauté. Sans la communauté, ouais. Donc moi je trouve ça intéressant. Moi c'est un truc, je sais que personnellement ça me plairait d'avoir mon CV là-dessus, plus que sur LinkedIn. Ouais. Ok, et donc t'as commencé en septembre de l'année dernière jusqu'en décembre, t'as fait plein de trucs. Là, tu me dis, pour arriver à la vision que toi t'avais, il faut attendre en gros mars de l'année prochaine, dans le meilleur des cas. Le problème, c'est qu'il y a qu'un seul développeur sur ce projet. D'accord, ok. Il est quoi? Il est full stack, d'ailleurs? Ouais, il est full stack. Ok. Il est full en panique. Bosser avec Julie. Non, mais on s'entend très bien et on se comprend très bien, donc il n'y a pas de souci. Il est très content, par exemple, de pas avoir à attendre pour des designs quand il y a un truc qui devient urgent, parce qu'en fait tout a déjà été fait. Ouais. Et il sait très bien que s'il y a quelque chose qui convient pas dans ce que je designais, je vais le refaire immédiatement. Il n'y a pas de souci. Enfin. Okay, ouais. Donc c'est vraiment une collaboration. Moi, là, depuis quelques mois, mon travail, c'est plus du product management enfin, je fais toujours du design, il n'y a pas de, ça ne va pas s'arrêter. Ouais. Mais, 75% de mon travail actuel, c'est du product management, en fait. Alors, quelle différence tu fais entre les deux? Product management et product design? Sans qu'on passe des heures dessus, mais pour avoir ton point de vue là. C'est écrire et réécrire et des roadmaps.
D'accord. C'est faire en sorte que notre Trello board elle soit à jour, que les stats soient correctes, que elles soient traquées surtout. Ouais. Parce que c'est pas en fait que on crée un dashboard sur Periscope et puis soudainement en fait on arrête de regarder les stats. Ouais, exactement. Ouais. Et 6 mois plus tard on va voir ce qui se passe. Ah tiens en fait. Non, en fait ça marche pas du tout ce truc. Donc moi mon job actuellement c'est vraiment de faire du reporting, de faire des audits en fait de Product Hunt. Une fois par mois je regarde tout ce qu'il y a sur Product Hunt et j'essaie de trouver 20 trucs qui sont pas forcément très grands, mais qui peuvent booster de 2-3% nos stats. C'est quoi les métriques que vous suivez le plus? En ce moment, ça a été vraiment une très grande discussion, tu vois. C'est vrai. Ouais. Peut-être corréler ensuite à, quand tu me disais, les objectifs de Product Hunt sur l'année, comprendre un peu ce que c'est. Ouais, ça a toujours été difficile, en fait, mais je pense que c'est dans plein d'équipes comme ça, tu vois, quand t'es une petite start-up, on n'est pas énorme, on a très peu d'organisation, très peu de managers. Il n'y a pas de manager, en fait, techniquement. Du coup, il n'y a pas quelqu'un qui est ferme. Qui est ferme. qui affirme et qui est ferme. Voilà, qui est ferme et qui dit, alors, ce quarter-là, nos OKR, c'est ça. Il n'y a pas de ça. D'accord. Tu crois que ça viendra ou pas, d'ailleurs? Moi, je le fais sur mes projets. D'accord. Et c'est en train d'éteindre un petit peu sur le reste de la boîte. Mais donc c'est important. Oui. Je trouve que c'est très important. Ouais. Je suis très bavarde sur ce sujet en ce moment. J'essaie vraiment de pousser. Et là, depuis très très récemment, c'est-à-dire depuis mardi, d'accord. On a des vrais objectifs qui sont définis. C'est-à-dire, c'est pas un truc qu'on a entendu pendant un call, etc. C'est noté. D'accord. Quelque part. Mm-hmm. Nos objectifs, c'est très basique au final. On a la growth, forcément. On a l'engagement. Mm-hmm. Ce qu'on appelle, nous, des contributions. C'est tous les upvotes, tous les commentaires, les reviews, les chats. Ouais. Ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle des contributions. Des contributions, ok. Ça, c'est notre métrique la plus importante, en fait. Être sûr que la communauté continue d'interagir, échanger, faire des choses sur... C'est être sûr de ça, mais aussi de voir, par exemple, quand est-ce que les contributions baissent, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui impacte, en fait, ça. Et aussi le nombre de contributeurs actifs. Parce que avant Makers, le taux de contribution par utilisateur était assez faible, parce que la plupart des gens sont là pour consommer, en fait. Exactement. Ils viennent voir Product Hunt, ils vont voter un produit qu'ils ont trouvé, qu'ils aiment bien. Parfois, ils vont commenter. Mais il y a encore une rumeur comme quoi tout le monde n'a pas accès aux commentaires, ce qui est pas le cas. Ah ouais? Ouais. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils ont pas accès à certaines fonctionnalités. Donc ça, c'est une des plus grandes métriques qu'on suit. Mais avec Makers, en fait, le nombre de contributions par contributeur a fortement augmenté, ouais. Ouais. Énormément. Ouais. Mais tu pars après, t'es sur un pool de personnes qui est plus restreint. Ouais. À qui, pour l'instant, tu donnes un accès limité. Enfin, tout le monde n'y a pas accès. Ouais. Ce qui veut dire que... Mais en revanche, ils sont beaucoup plus engagés. Ils sont vachement plus engagés, ouais effectivement. Et ça... Alors, après, moi, mon objectif, c'est pas qu'ils soient engagés sur plusieurs années ou ce genre de choses. Je sais qu'ils vont être engagés pendant qu'ils travaillent sur leur side project ou pendant, tu vois. Mais je sais que il y a des gens qui sont super engagés dans la communauté. Il y a des gens qui, par exemple, en ce moment, ne bossent sur rien en particulier, mais ont très envie d'aider d'autres personnes. Ouais. Et donc on a cette liste most helpful. Ouais. Et il y a des gens qui se battent en fait pour être là-dessus. Ouais. D'accord. Après on a aussi le revenu. C'est quoi les leviers de monétisation via Product Hunt? C'est quoi? La sorcellerie. Non, il y a Ship. Ouais. Donc qui est on va dire le SaaS de Product Hunt qui permet par exemple de recruter des subscribers pour préparer un launch. Mais aussi, en fait, Ship, c'est un très mauvais nom pour ce produit parce que c'est pas fait que pour préparer un launch. Ah bon? Il y a plein d'outils dans Ship qui te servent, par exemple, à récupérer des feedbacks de tes utilisateurs,
parler avec eux directement. Au lieu de faire des user interviews genre on-site, ben, tu peux les faire directement sur Product Hunt, sur ton produit, avec des utilisateurs qui ont quand même une connaissance de ton produit parce qu'ils ont suivi en fait sa création, etc. Et tu sais que c'est des utilisateurs qui peuvent être soit déjà engagés, soit potentiellement convertis. C'est des gens qui, par exemple, sont intéressés par ton produit, mais qui sont pas forcément encore utilisateurs. C'est un énorme potentiel, parce que c'est des gens qui sont intéressés par ton produit, mais tu sais pas pourquoi ils viennent pas utilisateurs. Et tu peux leur parler. Ouais, tu peux savoir exactement... C'est rare de pouvoir faire ça. Ouais, généralement, tu cours après les gens... Généralement, tu peux faire des user interviews avec des gens qui sont déjà utilisateurs de ton produit. Et généralement, les gens avec lesquels tu fais ces interviews, c'est des power users, c'est des gens qui ont très peu de soucis avec ton produit. Ouais. Mais quand tu peux t'adresser à des gens qui sont intéressés par ton produit, mais qui ne l'utilisent pas, là, tu veux voir toutes les frictions qu'il y a entre être intéressé et devenir un utilisateur. Et Ship, ça permet ça. Ah ok, ouais, donc le packaging est pas forcément bon, hein, parce le packaging est pas forcément bon. On n'a pas quelqu'un qui s'occupe du marketing et ce genre de choses. Quand Ship, c'est un des développeurs qui a décidé que ça allait s'appeler comme ça. Enfin, moi, j'écris le copywriting de 95% des produits sur lesquels je bosse, alors que ok. tu vois, enfin, je suis pas anglophone du tout. Ouais. Et, c'est intéressant. Enfin voilà. C'est impressionnant. Un Product Hunt s'est développé, ça fait 5 ans que ça existe. Ouais. Bientôt 6. A une croissance qui est extraordinaire. Et du coup, pour en arriver au bout de 5 ans, avoir une équipe qui reste une petite équipe, ça s'est quand même fait racheter par AngelList en décembre 2016. Donc il y a des moyens supplémentaires qui permettent au développement. Tu me dis qu'il n'y a pas de marketing, que chacun lead un peu ses projets. Enfin, tu vois, t'arrives en disant on a besoin de structurer, mettre en place des objectifs. Non, mais on a tous une mentalité de founders et tout le monde dans l'équipe a des side projects et... Ah, mais c'est de makers en fait, plus que de founders. De makers, c'est vrai. Et du coup, on fait tous un petit peu tout. Et c'est intéressant parce que on est obligé d'être au courant de ce qui se passe. Ouais. Il y a pas, tu sais ce qu'on appelle les IC, les individual contributors, qui font juste qu'on leur demande de faire. C'est pas possible. C'est pas possible à Product Hunt. Si je me réveille un dimanche matin et que je vais sur la homepage de Product Hunt et je me rends compte qu'il y a un problème, je vais me connecter directement sur Slack, voir s'il y a quelqu'un de la communauté. S'il y a personne, je vais m'en occuper moi-même. D'accord. Après, parfois, je me pose des questions de est-ce que je suis en train de faire une connerie ou pas. Mais tu vois, tout le monde participe à plein de trucs. C'est dû à quoi ça, cet involvement que t'as? Parce que t'as pas des parts dans la boîte. J'ai pas des parts dans Product Hunt, j'ai des parts dans AngelList. T'as des parts dans AngelList. Ok, d'accord. Parce que techniquement, Product Hunt fait partie d'AngelList. Il y a c'était une des questions que j'avais pour toi. Ça fait 3 ans en tout, 2 ans chez TM et 1 an vraiment full time. Donc t'as vu ce passage. Alors je sais pas si on peut parler de passage de relais entre Product Hunt et maintenant AngelList. Est-ce que tu l'as remarqué? Il y a des choses de manière très concrète que t'as pu sentir? Il y a rien qui a changé concrètement. Je sais pas comment se passent d'autres acquisitions, donc je peux pas faire T'as pas ce recul-là. J'ai pas ce recul-là. Ce que je peux te dire, c'est, j'ai toujours échappé en fait aux acquisitions juste avant. Ce que je peux te dire, c'est que Product Hunt a conservé son propre Slack séparé d'AngelList. On a accès au Slack d'AngelList, mais on a notre truc à nous, tu vois. Okay. On a notre propre boîte email à nous, qu'on ne dit jamais d'ailleurs. On a nos propres meet-up. Dans les bureaux d'AngelList, il y a très peu d'employés Product Hunt parce qu'en fait, il doit y avoir 3 personnes qui sont basées à San Francisco, 3-4 personnes qui sont basées à San Francisco. Et tu sens la différence, tu vois, entre les employés Product Hunt et les employés AngelList. C'est quoi? Dis-moi un exemple. Les employés AngelList sont des employés de start-up. Ils sont super sympas, il y a pas de problème, on est très potes, mais les employés Product Hunt, on a l'air complètement barrés, quoi. À côté, on a l'air complètement fous. D'accord. Les gens d'AngelList, quand ils nous voient faire nos réunions, etc., ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans, quoi? Parce qu'on n'arrête pas de rigoler, on fait des keynotes avec des chats énormes qui vomissent des arcs-en-ciel, des genres de trucs. Enfin, c'est juste n'importe quoi du début à la fin. Ok. Et ils nous regardent un petit peu comme le petit frère complètement taré, en fait. Vous êtes les pirates, quoi. Et pourtant,
Pourtant, quand les gens d'Angelis sont pas en train de travailler, ils sont genre super fun. Et je me suis jamais fait exploser un Mario Kart par des gens comme ça. D'accord. Voilà. Ouais, c'est une culture différente. Ok. Après, on est très très indépendant dans ce qu'on fait. Par exemple, quand on fait une roadmap ou un truc comme ça, on n'a pas à la valider avec Angelis. Je présume que Ryan Hoover, le fondateur de Product Hunt, valide les objectifs avec Angelis et a certainement certaines pressions pour atteindre certains objectifs avec Angelis. Personne ne vous avez pas ressenti mais jamais ressenti ce D'accord. Ouais, il y a pas eu une espèce de chiffre de bon. Ok, cette année, on va décider de faire un peu plus de ventes. Non. Par exemple, la décision pour nous, parce qu'on a commencé à vouloir faire du revenu en fin d'année dernière. Ouais, d'ailleurs, on n'avait pas terminé sur la question, c'était Sheep, qui est la principale source de revenus ou pas la partie Sheep, Jobs. C'est une grande part de revenus. Après, on a tout ce qui est Promoted Post et Jobs. On a vraiment réfléchi pendant super longtemps avant de faire ça, parce que on voulait pas polluer le feed avec des produits qui n'ont pas été huntés. Donc en fait, on a pris une stratégie vraiment différente. Et c'est seulement les featured posts, ils sont seulement accessibles aux gens qui ont déjà été featured sur la homepage, mais naturellement. Du coup, on prend moins de risques de faire juste de la pub, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qu'on veut donner, c'est une opportunité pour des gens qui ont launché, qui ont bien performé, mais qui pensent qu'ils auraient pu mieux faire, parce que parfois ton produit il est hunté et c'est pas vraiment de ton fait, t'étais pas forcément prêt ou ce genre de choses. Ouais. Je l'ai vu passer plein de fois, ça, c'est s'il vous plaît, ne me huntez pas. Alors pas encore. là on est en train de bosser, tu vois, pour que tu puisses locker ton hunt. Si tu sais que tu vas bientôt launcher et que t'as une grande stratégie de communication, comme etc. RP, quoi. Tu fais ton et là tu loques ton truc, tu dis que ton launch il va être dans 10 jours, machin, etc. Et il y a personne qui peut te hunter. Ouais. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté, il y a tout un pendant de stratégie marketing qui s'est développé autour du ma phase de lancement sur Product Hunt. C'est vraiment c'est win or miss, quoi. Tu peux pas te rater là-dessus, quoi. Kind, ça avait été hunté sur Product Hunt, alors que ça faisait des mois que je préparais le hunt, tu vois. Ça faisait des mois que je préparais un peu de, tu vois, un petit peu de communauté sur Product Hunt pour être sûr que quand j'allais launcher, et je sois pas genre en solo sur le truc, tu vois. Et j'ai rien contrôlé du tout, en fait. C'est arrivé comme ça. Alors je peux comprendre que ce soit frustrant pour certains fondateurs. Mais en même temps, c'est pas, on n'est pas TechCrunch et c'est pas de la PR et c'est pas un article sponsor ou ce genre de choses. C'est la communauté qui décide de hunter des produits. Tu peux hunter toi-même ton produit, mais... Ouais, c'est quand même moins... Enfin, ça dépend des fois. Non, c'est très bien de hunter toi-même ton produit. Si t'es fier de ce que t'as fait, autant le montrer. Ouais. Moi, je dis ça, je l'ai fait moi. Donc, j'ai pas de... C'est totalement recommandé. Pas de scrupules. Tu crains ou est-ce que vous craignez à un moment donné de vous retrouver justement... Là, en ce moment, j'ai la tête dans les podcasts et de regarder qu'il y a des vidéos qui passent en ce moment sur comment arriver à tweaker les charts iTunes pour apparaître, alors pas sur Product Hunt, mais là sur les podcasts, t'as des boîtes au Bangladesh qui te permettent, tu sais, ces espèces de rangées de téléphones portables où les gens ils vont subscribe and subscribe et monter en fait ton système. Et donc dans le top 100 ou le top 10 des podcasts, tu te retrouves avec des trucs qui ont 6 commentaires, tu sais pas d'où ils sortent, inconnu au bataillon. Est-ce que vous craignez qu'à un moment donné, des gens dans cette espèce de stratégie marketing qui devient un must-have, alors craignez non. Il y a plein de gens qui essayent. Ok. Il y a plein de théories fumeuses sur l'algorithme secret de Product Hunt et comment ça fonctionne. Je comprends pas. Voilà. Vu ce que tu m'as dit sur votre façon de bosser, je sens le côté où... Non. Non, c'est dimanche matin, Julie, quand elle se réveille, elle dit tiens, toi, tu veux... Non, où il y a vraiment, je dirais pas un algorithme, parce qu'un algorithme, ça te donne l'impression, tu vois, que c'est un truc mystérieux derrière, etc. C'est pas si mystérieux que ça, en fait. Si demain, tu payes des gens pour aller upvoter ton produit, et que tu veux acheter 500 upvotes pour
le podcast La French Touch sur Product Hunt. Maintenant que je t'ai, c'est plus la peine. Ce qui va se passer, c'est que tous ces comptes-là seront certainement nouveaux et auront certainement fait aucun autre upvote, ou alors très peu d'upvote, ou alors très peu d'activités. Et comme... C'est facile de les flaguer, quoi. En fait, même pas ça. Il y a même pas besoin de les flaguer parce qu'en fait, on a un score de crédibilité sur les upvotes et sur les commentaires. D'accord. Et ta crédibilité, elle est faite par est-ce que t'es utilisateur de Product Hunt depuis un certain temps? Si t'es nouveau, est-ce que t'es vraiment actif? Est-ce que ton activité, elle a l'air naturelle ou pas? Okay. Si t'es tout le temps, par exemple, et je fais un petit sub-tweet, un sub-podcast commentaire à certaines personnes en France. Si, par exemple, il y a une communauté qui lançait souvent des produits et dont tous les upvotes étaient à 90% similaires pour tous les produits. Ah ouais. Généralement, le score de crédibilité, en fait, diminue là-dessus. Ah, c'est le quality score. Voilà. Ok. Et du coup, c'est pour ça que certains d'entre vous nous envoient un message pour dire je comprends pas, j'ai le nombre maximum d'upvotes aujourd'hui sur le feed, mais je suis pas en premier. D'accord. Et c'est parce qu'en fait une grande partie de vos upvotes sont pas qualifiés. Dans ce cas-là, le côté effet de réseau fonctionne pas en fait. Non, ça peut fonctionner. Mais ce qui se passe, c'est que ça va fonctionner un certain temps. Là, il y a une certaine communauté française qui demande des upvotes chaque fois que un produit dans leur communauté est lancé. Ouais. Et le problème, c'est que ça fait plusieurs années qu'ils font ça, et du coup, la crédibilité de leur vote... Vous leur avez dit ou pas? Est-ce que c'est spécifique à la France ou Non, c'est pas spécifique à la France. Ouais. Moi, je suis au courant de ce truc-là parce que parce que je suis française et que je connais ces gens-là. Ouais. C'est pas spécifique à la France. C'est spécifique à certaines communautés. Il y a le truc French Tech qui fait que, généralement... Il y a beaucoup de supports. C'est un truc qu'on voit pas souvent dans d'autres pays. Il y a aussi pas mal de produits sur le design. Où généralement, en fait, c'est les mêmes upvotes. Parce que c'est des potes de potes qui upvotent des trucs. Ouais, ça veut pas dire que leurs upvotes comptent pas. Ouais. C'est juste que, au lieu d'avoir un indice de 1, ils vont avoir un indice de 0,7 ou ce genre de choses. Parce que, tu vois, spontanément, moi, je vais aller, par exemple, je te suis sur Product Hunt. Je vais regarder tes derniers upvotes. Moi, j'aurais raté des trucs de mon côté parce que je serais pas retourné depuis une semaine. Je vais sur le tien, je vois. Mais ça, c'est différent. Ça m'intéresse, quoi. Ça, c'est différent. Ouais. Parce que t'es pas en mode de stratégie de lancement, là, où tout d'un coup, à la même heure ou à quelques minutes exactement. Il y a aussi cette question de timing, etc. Ok. Après, il y a un autre truc où oui, on se fait pas mal spammer, c'est depuis qu'on a lancé les reviews. Ouais. Mais comme beaucoup de trucs de review, en fait, t'as plein de gens qui payent d'autres gens pour écrire des reviews négatives sur leurs concurrents. Ah, c'est dégueu. Et ça, c'est un peu dégueu. Mais c'est très facile de repérer des bots, en fait. Ouais. Donc, on peut flaguer ces reviews-là. Et... Là, les reviews, c'est vraiment le pro and cons que tu vois sur chaque produit. Et ce pro and cons, en fait, on le traduit en un rating system qui est utilisé par Google. Donc, tu vas chercher ton produit sur Google et il y a forte chance que t'aies ta page de review, en fait, Product Hunt qui sorte de là. Ouais, okay. Et c'est pas un truc qui est très mis en avant sur la communauté Product Hunt. Ouais. Mais en revanche, c'est une de nos principales sources de trafic. D'accord. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Ok. Vous avez une personne en interne qui s'occupe justement de ce référencement et de... Il y a une personne qui s'en occupe. Ok, ouais. Mais oui, ça a été un gros projet qu'on a eu l'an dernier de bosser sur le SEO. D'accord. On va parler du remote, mais juste pour terminer, moi je suis fasciné par le nombre de... Comment tu fais pour trouver tes produits, toi? C'est quoi ton... Sur Twitter, on trouve des gens qui launchent un truc et ce qui est intéressant, c'est que... T'es beaucoup sur Twitter. Je suis beaucoup sur Twitter. La plupart des gens que je trouve et qui parlent d'un lancement de produit, mais qui l'ont pas mis sur Product Hunt ou qui l'ont pas mis sur Hacker News, etc. Généralement, c'est des femmes. Et c'est un petit peu compliqué de trouver, en fait, quand elles lancent quelque chose, parce que elles vont avoir un vocabulaire qui va être j'ai fait un petit truc, vous voulez jeter un coup d'œil. C'est un vrai sujet, ça. Et alors qu'un mec va être j'ai créé un truc, voilà, c'est sur TechCrunch. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, donc il faut les trouver. Après, il y a tout ce qu'il y a sur Designer News ou alors sur certains sites d'awards, de Design Awards. C'est assez intéressant parce que parfois il y a des produits qui ont un super joli site,
et qui sont un super bon produit, mais qui sont pas passés par les bons canaux en fait pour trouver leur audience. Je présume que c'est généralement l'agence qui s'occupait du site marketing qui soumet ça en fait sur un site d'Awards. Et du coup en fait ça me permet de trouver pas mal de produits. D'accord. T'as une vraie volonté d'aller chercher des nichés? Ouais, parfois. Ouais. Ça dépend c'est pas systématique, tu dis pas. Pas systématique, mais parfois je tombe sur un truc et je me dis ça a l'air pas mal. Ok, je crois que tu fais partie de Tech for Ladies. Tech Ladies, ouais. Tech Ladies, un groupe sur Facebook. Ouais. Tu peux en parler un peu? Ça m'intéresse de savoir un peu. Ça dépend de ce que tu veux savoir. Ouais. Non, mais parce que pour redonner un peu de contexte, quand moi j'ai créé la French Touch podcast, là on en est il y a quelques épisodes qui sont passés, t'es je crois la deuxième personne à laquelle j'ai pensé en me disant je veux absolument l'avoir sur la French Touch. Et il se trouve que j'ai fait plus d'une dizaine d'épisodes avec que des mecs. Et ça me gêne, tu vois. C'est-à-dire que fondamentalement, alors c'est pas pour le principe de la parité ou quoi que ce soit, mais c'est que je pense qu'il y a effectivement des profils dans le monde du produit du design féminin hyper intéressants. Donc là ça va arriver, et ça arrive de plus en plus. Enfin, j'enregistre davantage d'épisodes avec des femmes au parcours absolument incroyable, dont toi. Il y a ce truc que je comprends pas de pourquoi parfois cette dévalorisation, sentiment que pas tout à fait, qui est vachement plus féminin quand même, que comme tu dis, masculin, où le mec, tu fais un truc, c'est sur TechCrunch, c'est révolutionnaire, on change le monde. Je pense qu'on n'est pas élevé de la même manière. Ouais. Est-ce que t'es militante, toi, pour le plus de parité ou plus de reconnaissance? Oui, j'aimerais plus de parité, j'aimerais plus de reconnaissance, j'aimerais des salaires équitables, j'aimerais des promotions équitables. Tu l'as vu, ça? Oui, je l'ai vu. J'ai vécu. Ouais. J'ai même eu un boss qui me demandait de recruter des designeuses parce que ça allait coûter moins cher. Sérieux? C'est ouf, ça. Donc parce que ça allait coûter moins cher. Et le mec, il a pas de... Et pourtant, c'est un mec adorable, avec lequel j'ai adoré bosser. C'est juste que, tu vois, j'ai tendance à bien me souvenir des petites phrases comme ça, tu vois, que les gens font pas forcément... Non, mais c'est ultra choquant d'entendre ça quand même. Oh, mais ça a choqué personne ce jour-là. Ça m'a même pas choqué moi à ce moment-là, en fait. Ça m'a choqué quelques heures plus tard à me dire, mais attends, moi aussi je suis une femme. Donc, si t'es en train de me dire qu'il faut que je recrute des femmes designers, ça veut dire que moi aussi, en fait... Mais cela dit, je me suis pas vraiment étonnée quand je me suis rendu compte que l'équipe de design n'était que des femmes. Après ça. Ah ouais. Ce qui était la seule fois où j'ai eu une équipe tech paritaire. Ouais, parce que j'allais te dire, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue où tu me disais dans le product design, il n'y a pas tant de nanas que ça. C'est pas qu'il y en a pas tant, c'est juste qu'on les voit pas pareil. Mais Tech Ladies, par exemple, c'est un regroupement de femmes qui travaillent dans le monde du produit et design, qui permettent de faciliter soit de trouver un job, soit... C'est un peu comme Remote Stories, tu vois, mais pour les femmes dans la tech, c'est un groupe qui est privé, sur lequel il est possible d'écrire tout ce qui se passe mal dans son travail, ou alors de décrire une situation très très précise en disant voilà, j'essaye de lever des fonds, mais chaque fois que je fais ma présentation, ça se passe pas bien. Est-ce que quelqu'un a des conseils? Ou alors j'essaye d'avoir une promotion. Ça fait 6 ans que je suis dans cette boîte. Et le mec qui a rejoint la boîte l'an dernier est maintenant devenu mon boss. Je comprends pas qu'est-ce que je fais mal, enfin qu'est-ce que je dois faire. C'est international? C'est international. Quels sont les critères pour rentrer, s'il y en a? Je présume que le critère pour rentrer, c'est d'être une femme qui bosse dans la tech. Ouais, ok, quel que soit il y a pas de... Je pense aussi que c'est ouvert à toutes les personnes qui estiment que leur genre est féminin. Ok, plus large. C'est un peu plus large, c'est pas juste... D'accord. Ryan Hoover, comment il est au quotidien? Il a l'air cool quand on voit, assez décontracté, assez direct et honnête. Il est cool, décontracté, assez direct et honnête. D'accord. Il est aussi très sensible aux produits. Ouais. C'est quelqu'un avec qui il était product manager. Hein. Ouais, c'est très très cool de bosser avec lui sur le produit. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de travail. Et je vais dire un seul truc négatif. Ouais. Qui n'est pas forcément un bon manager, c'est un très bon product manager, c'est un très bon CPO. Ouais. C'est pas quelqu'un qui manage les gens. D'accord. C'est peut-être ça qui explique que Product Hunt c'est flat. C'est flat, c'est plus flat maintenant, mais c'est resté à une taille assez restreinte.
D'accord. C'est quelqu'un qui sait mener la barre pour son entreprise. Okay. En revanche, c'est pas la gestion humaine. C'est pas ton N+1 avec lequel tu peux discuter d'un truc, tu vois. Il est un peu trop friendly pour que tu puisses, par exemple, parfois rapporter certains trucs. Ah ok. Et c'est quoi les qualités que toi tu trouves importantes pour un manager typiquement? Ce que tu as pu connaître par le passé qui t'a manqué ou t'attends quoi d'un manager? J'attends des ouvertures par exemple de pouvoir discuter de certains trucs, j'attends de la structure. Ouais. J'attends quelqu'un qui donne son veto sur certains projets, j'attends quelqu'un qui recadre quand il voit que quelqu'un travaille trop. C'est ce que j'attends d'un bon manager. D'une personne qui manage des gens. Là, c'est plus qui encadre des gens. Du coup. Mais c'est vraiment du management de personnes. Moi, par exemple, je suis terrible en management de personnes. Je suis un bon lead. Ouais. Mais Quelle différence tu fais entre les deux? Le lead, c'est la personne qui te pousse pour aller dans la direction de ce que tu dois faire. Ouais. Le manager, c'est celui qui t'aide à manager ta vie dans tous les jours, à recruter des gens, à faire en sorte que ton travail en fait se passe correctement. Ouais. Je pense que Ryan et moi on est assez similaires là-dessus. Plus en mode lead du coup. Ouais. Okay. Et sur le côté aspirationnel, parce que là t'es product designer, vous êtes deux. Mm-hmm. Où est-ce que tu vas trouver le challenge ou la connaissance qui te permet de t'améliorer dans ton travail? Est-ce que c'est quelque chose Dans du Coca-Cola. Dans du Coca-Cola. La recette n'a pas changé depuis. Non, je lis pas mal. Je suis surtout intéressée par le produit. Mais par le produit en côté product management. C'est ça qui me pousse à vraiment faire mon boulot, en fait. Mais comment tu sais, par exemple, Makers, depuis la genèse, depuis la volonté de faire quelque chose à la concrétisation, comment tu vas être challengé, comment tu vas découvrir d'autres opportunités de faire des choses un peu différemment, comment tu vas apprendre des nouvelles techniques, etc. C'est quoi qui t'alimente là-dessus? Juste discuter avec les utilisateurs, tester. D'accord. Donc c'est quand même toi, avec toi-même et les utilisateurs évidemment qui viennent. Et avec le reste de l'équipe aussi. Il n'y a pas en fait un moment où il y a quelqu'un qui va. Je pense que si j'étais plus junior, potentiellement j'aurais un mentor qui me dirait tu devrais explorer cette piste-là, etc. Ouais. Et j'ai eu ça plus tôt dans ma carrière, des gens qui me disaient visuellement ça pourrait être mieux ou alors en termes de produit ça fonctionne pas du tout, ce genre de choses. Après je fais du produit depuis un paquet de temps. Ouais. J'ai plus trop ce souci-là. J'aime bien en revanche m'intéresser à ce que les autres font. C'est complètement con, mais par exemple il y a pas mal de designers qui font parfois des tutoriels pour apprendre à des plus jeunes designers. Ouais. Et ça, tu vois, ça m'intéresse parfois de regarder pour me mettre dans un état d'esprit où je suis pas Julie avec 10 ans d'expérience dans ce truc-là, mais je vais être Julie ouverte à voir une méthodologie qui est différente. Et je vais regarder ce truc-là et me dire mais attends, ça en fait ça fait 2-3 ans que j'ai arrêté de le faire, mais c'était vachement bien et en fait ça pourrait être super bien pour ce projet-là ou alors ce truc-là j'étais pas du tout au courant que ça existait. D'accord. Et j'ai découvert un truc. Ok, donc tu restes ouverte à d'autres potentiels. Je pense qu'il faut tout le temps rester ouvert. On peut pas bosser dans ces métiers-là dans un vase clos, ça fonctionne pas. Ouais. Et justement, à l'inverse, une question que j'avais, c'est quand tu es submergé par autant de projets qui arrivent en permanence, de produits, etc. Comment t'arrives à step back, prendre un peu de recul Alors, j'ai encore du mal à faire ça. Ouais. J'ai encore du mal à faire ça. J'essaye de vraiment faire plus attention, de pas me pousser jusqu'au burn-out. Tu bosses trop? Ouais, la semaine dernière, par exemple, j'étais en congé jusqu'à hier. J'ai pris 5 jours de congé parce que je me suis rendu compte que j'avais pas fait de break depuis super longtemps. Il y a un moment, en fait, tu peux pas tenir. Ouais. Alors, ce que j'essaye de faire en temps normal, c'est d'avoir suffisamment de temps libre dans la journée. Je fais beaucoup de sport à côté du boulot, donc ça me défoule pas mal. Mais je pense qu'il faudrait un warning, un truc comme ça qui dit waouh. Ou ton ordinateur qui s'arrête tout seul. Ton ordinateur qui s'arrête tout seul. Ouais. Je sais pas. Ou alors il faudrait avoir un manager qui te dit t'as pas pris de jour off depuis
260 jours, et il faut que tu prennes une semaine. Ça, c'est le sujet d'après, c'est le remote. Le fameux travail en remote. Ouais. Les challenges qu'on peut avoir. Donc là, typiquement, un Product Hunt, c'est une organisation décentralisée. Mm-hmm. C'est quoi qui est compliqué pour toi au quotidien dans cette façon de travailler? Bon, ça fait X années que tu le fais. Donc, rien. Non, si, il y a forcément des choses. Remote Stories, ça sort pas de nulle part. Non, Remote Stories, ça sort pas de nulle part. Donc, avant d'être full-time Product Hunt, j'ai aussi fait 2 ans de remote, avec une équipe qui était pas forcément adaptée au remote. Et il faut vraiment avoir le bon environnement de travail pour bosser en remote. C'est-à-dire que avoir un boss qui panique à 4 heures du matin quand il est 4 heures du matin en France parce qu'il y a quelque chose qu'il ne trouve pas ou quelque chose qui ne lui convient pas, ça devient très difficile à gérer. Quand le téléphone de ta ligne fixe, dont personne n'a le numéro à part tes parents, sonne en plein milieu de la nuit, généralement tu te réveilles en panique en disant quelqu'un est mort, et non, là c'est ton boss qui te dit qu'il y a un truc qui est cassé sur un sketch file, et tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe? Sérieux? Voilà. Donc Remote Story, ça vient de là à la base. Mais après sur Remote Story, il y a beaucoup d'histoires positives. Oui, plus que négatives d'ailleurs. Oui, bien sûr. Dans la vie de tous les jours, en bossant en remote, j'ai strictement aucun problème. Ça m'a pris un peu de temps d'adaptation parce que c'est très facile, par exemple, de bosser en remote et de ne voir personne. Exactement. Pendant des semaines. Je me rappelle d'un moment où je pense que j'avais parlé de ça avec Kevin Tang, parce qu'on bossait ensemble chez TM, et je lui disais, mais il y a des fois où en fait je vais au Monoprix 3 fois dans la journée juste pour voir des gens, quoi. Tu sais, il y a des fois où je vais au Monoprix genre tous les jours pour voir des gens. Je rigole, mais ça me l'a fait il y a pas longtemps où, tu sais, t'es tellement dans ton truc que quand tu sors et que tu vois des gens, t'as cette espèce de petit moment un peu bizarre de dire merde, il y a du monde qui existe. Voilà. Donc moi maintenant je vais au sport régulièrement. Très régulièrement. Et je crois, je disais, t'as structuré aussi tes journées où le matin tu fais certaines choses mais qui sont pas forcément liées à ton taf et tu bosses vraiment l'après-midi jusqu'au soir. J'ai un petit peu, ça dépend, mais avec TM, je commençais généralement mes journées dans l'après-midi parce que mes journées terminaient très tard. Ouais. Parce que parfois j'avais des calls à 21h30, 22h. C'était un petit peu compliqué parce que, comme je disais, l'équipe était pas adaptée à... T'étais la seule à être en remote depuis la France ou pendant un moment, oui, parce que Kevin était à San Francisco, et aussi parce que on bossait avec des clients qui, eux, ont pas à subir le fait que le designer qui bosse sur leur projet est à l'autre bout du monde. Product Hunt, c'est vraiment différent. Nos réunions, elles sont 18h, ça veut dire 9h du matin à SF. Et généralement, la plus tard que j'ai, ça va être 19h ou alors très exceptionnellement 20h. Quoi. D'accord. Donc j'ai réorganisé mon travail, mais généralement le matin, je vais checker un petit peu ce qui se passe sur la communauté, je vais checker mes mails, je vais revoir mes objectifs pour la journée. Et je vais bosser tranquillement ensuite. Ok. Justement, c'est quoi la stack d'outils que tu recommandes quand tu travailles en remote? T'avais bossé sur Teleport, par exemple. Est-ce qu'il y a des outils qui te paraissent intéressants, importants d'avoir? Ce dont j'ai besoin, moi, pour bosser en remote, Dropbox, forcément, Slack, obligatoire, Zoom. Zoom aussi, ouais. Ouais. Mm-hmm. Franchement, Zoom, c'est vraiment pas mal. Ouais. J'ai jamais vu un soft de vidéoconférence aussi stable. Le petit bonus, c'est qu'il y a une petite checkbox, en fait, filtre Instagram sur la webcam. C'est-à-dire que si en fait t'es en pyjama, si t'es pas frais le matin, si t'es pas frais le soir non plus, si tu n'es pas maquillé ni rien, le truc s'occupe de ça pour toi. Moi je dis chapeau. Donc ils ont vécu ça quoi. Voilà. Donc vraiment pas mal. Ça c'est les petits plus produits utilisateurs géniaux. Sinon il y a quoi d'autre? Moi j'utilise la gestion des time zones différentes. Tu fais comment? Alors chez Product Hunt on parle tous en Pacific Time. Ok. Et du coup, en haut de
écran, j'ai non, j'ai mon horloge française parce que sinon je suis très perturbée. Ouais. Mais j'ai aussi en fait l'horloge américaine. D'accord. Enfin, j'ai l'horloge SF pour savoir quelle heure il est. D'accord. Généralement, quand tu vois qu'il est 5h30, ça veut dire que Ryan se réveille. C'est vrai. Et tu dis, mais quand est-ce qu'il dort? Et il se lève à 5h30. Ouais, il commence à travailler à 5h30. C'est horrible, c'est horrible. Ok. Moi, ça me fatigue. Ah, et juste un autre produit que j'aime bien utiliser, c'est Notion. Ah, ok, d'accord. Alors, ça n'a rien à voir avec le remote, mais j'en sais rien, je vais juste foutre ma pub à chaque fois, c'est mon produit préféré. Alors, pourquoi Notion? Notion, c'est... c'est un outil hyper versatile. Ça fait plein de trucs différents. Moi, je l'utilise principalement pour ce qu'ils appellent le weekly planner ou un agenda ou un truc comme ça. C'est un template qu'ils ont directement. Du coup, moi, je mets toutes mes tasks pour tous les jours dedans. J'écris mes reports juste en dessous. Et après, moi, toutes mes specs, mes roadmaps, etc., je les écris d'abord dans... Tu fais tout sous Notion? Ouais. Ah, d'accord, ok. Ouais. Je fais même mon budget sur Notion. C'est vrai? Ouais, et il y a un dark mode. Et il y a un dark mode, ouais. Pour pas se bousiller les yeux, tant mieux. Demain, tu vas travailler sur un nouveau projet, par exemple. C'est quoi les premières étapes? C'est quoi les premiers trucs que tu fais? Définir pourquoi on travaille sur ce projet et quels sont les objectifs qu'on essaie d'atteindre. J'ai une méthodologie très OKR. Ouais. Je vais définir mes objectifs, ma vision finale de ce que doit être le produit. Et comme généralement c'est beaucoup trop de travail pour commencer, si tu commences par dire on va faire ça et on va investir Mars, tu vois, ça devient très difficile pour ton équipe de dire c'est possible. Donc généralement je vais split toute cette structure produit que j'ai imaginée dans ma tête en différentes phases. Chaque phase va avoir des objectifs et des métriques à suivre. Spécifiques. Ouais. D'accord. Spécifique, et tant qu'on n'a pas atteint les objectifs pour cette phase-là, on passera pas à la suite. Donc tu les envisages de manière indépendante les unes des autres, systématiquement? C'est pas, justement, elles sont pas du tout indépendantes des unes des autres. Elles dépendent des unes des autres. La phase 1, elle sera jamais terminée, tant qu'on l'a pas terminée. Et on passera jamais à la phase 2 tant que la phase 1, elle est pas vraiment faite. Alors, il y a plein de gens qui disent, ouais, mais du coup, on parle jamais à la phase 2. Ouais. Mais pour ça, en fait, faut avoir des objectifs qui sont atteignables. Et c'est pour ça que je travaille par phase et que je sépare tout comme ça, en petits bouts qui sont digestibles, parce que mon objectif à moi, c'est qu'on atteigne le gros objectif. Ouais. Et pour faire ça, il faut faire petit pas par petit pas. D'accord. Tu présentes la vision globale ou tu reviens sur ce que tu disais sur le côté machiavélique, on y va petit à petit à la Alors, j'ai essayé de faire les deux. Ouais. Quand tu présentes la vision globale, il faut vraiment que tout le monde soit d'accord avec toi. Sinon, ça passe pas. Et parfois, c'est un petit peu difficile de convaincre quelqu'un de faire quelque chose qui a l'air d'être énormément de travail. Ouais. Parce que c'est énormément de travail. La réalité, c'est qu'on est là pour travailler. Et de lui faire comprendre que oui, mais c'est faisable. Alors, c'est aussi pas trop mal de tout présenter en même temps. C'est-à-dire, voilà, notre vision finale, c'est d'arriver à là. Et pour faire ça, on va faire ça, ça et ça. Et du coup, ça a l'air un petit peu plus facile. Moi, après, quand j'ai mes objectifs là-dessus, j'en fais des sous-tâches et je vais designer, en fait, c'est pas réellement ça. Généralement, je design la vision globale. Je commence par avoir une vision du produit global, mais qui est possible, elle est pas fixée. C'est des allers-retours en permanence. Ouais. Je vais te montrer à quoi j'aspire. Ouais. Visuellement, le produit, il va être comme ça. Il va fonctionner de cette manière. Pour arriver à cette étape-là, on va commencer par implémenter tel et tel bout. Et après, si je me rends compte que ce truc-là que j'avais designé dans la grande version fonctionne pas, on va le refaire. Mais sur Makers, par exemple, t'étais parti avec une idée en tête et ça s'est challengé par le travail en équipe, par les feedbacks. Et donc, tu as revu ta vision finale pour revenir à quelque chose. Mais ouais, quand c'est comme ça... Pour Makers, par exemple, au début, on n'avait pas décidé de faire des goals. Ouais. On avait décidé de faire un maker log. Et en fait, le truc c'était pour que toi, tu puisses dire sur quoi t'es en train de travailler et récupérer du feedback et ce genre de choses. La réalité, c'est que tu partages que ce que t'as déjà fait. Et du coup, tu peux pas avoir cette opportunité de quelqu'un qui vient t'aider sur cette tâche-là ou te soutenir sur la tâche que t'as à faire. D'accord. Donc du coup, on a changé le principe. Et après ça, je m'occupe de toutes les petites tâches de redesign, d'itération, qui a à faire là-dessus.
Mais surtout, en fait, moi, mon travail, en fait, il se fait en binôme avec un développeur. Ouais. Toujours en binôme avec un développeur. Tu changes à chaque fois ou t'essaies de garder toujours le même si tu peux? En fait, je travaille principalement avec une des personnes à Product Hunt, mais on travaille ensemble sur Makers. Mais après, j'ai d'autres projets et généralement, c'est d'autres développeurs. D'accord. Et je pense il faut savoir s'adapter et bosser avec tout le monde. Il y a pas de. Et sur le côté spec et tout, ça va? T'aimes pas trop? J'aime bien écrire ça. Moi. Ouais. C'est étrange, hein. Ça dépend. Moi, c'est ma passion. J'aime les specs. Non, mais Sébastien Gabriel disait ça aussi, hein, qu'il aimait bien rédiger les specs. J'aime bien rédiger des specs. J'aime bien en fait que les choses soient carrées et que si on s'est mis d'accord sur un truc et que ça arrive souvent, tu sais, t'es en train de bosser sur un projet et soudainement c'est en train de shifter vers une autre direction. Si c'est pas écrit, si machin, et c'est difficile de redire, attends, on s'est mis d'accord la dernière fois tous ensemble sur ce truc-là. Toi, donc tu reviens à la charge pour qu'on reste là-dessus, j'ai l'impression en fait que une grosse partie de mon travail, toutes les semaines, c'est de dire, attention, on se rappelle d'un truc, ok, il y a eu des feedbacks d'utilisateurs qui se plaignent de tel et tel truc, mais notre objectif actuellement, c'est de faire ça. Et comment tu balances, justement, c'est quoi? C'est de la négociation auprès au sein? C'est de la négociation. J'impose. Non, c'est pas ça, on s'est mis d'accord tous ensemble sur un truc. On a des objectifs à atteindre et on sait que si tu veux faire un marathon et que t'as jamais couru de ta vie, il va falloir que tu commences par aller à la gym et faire un petit peu de cardio. Tu peux pas te mettre à courir si t'as jamais marché, quoi. Ouais. Ça va pas le faire. Oui, il y a eu beaucoup de feedback utilisateurs qui se plaignent de ce truc-là. Je conçois. Ça, c'est un truc qu'on peut fixer avec tel fixe. Ou alors on peut faire la version complète de ce qu'on avait prévu de faire, mais ça passe après ce truc qui attend depuis machin. C'est ça, ok. Voilà. Et quand je me fais pas comprendre, je fais exactement comme ce que j'ai fait hier dans mon team call, c'est-à-dire que je leur ai dit que j'allais tous les hunter, que j'allais venir dans chacun de leurs pays et les harceler si on faisait pas ce truc la prochaine fois. Voilà, tout s'explique. Ok. C'est pour ça que je suis pas un bon manager. Quel est le projet dont tu es la plus fière à date? PH ou pas PH, hein? Je sais pas si j'ai un projet dont je suis la plus fière. Je pense que je suis très fière d'avoir bossé sur Kine. Ouais. Je suis très fière d'avoir eu cette expérience-là. Pourquoi ça n'a pas continué? Quelles sont les raisons de l'arrêt? Ça marchait très très bien. Et il y a un truc qu'on devrait dire à toutes les personnes qui commencent un side project, c'est que si ça marche bien et on vous le souhaite, il faut être préparé à bosser dessus. Ah. Voilà. Et il faut avoir envie de bosser dessus. La réalité, c'est que quand même, on a fait ça chacune des personnes qui bossaient sur le projet pour nos portfolios. Ouais. Parce qu'on avait envie d'avoir un side project, quoi. Et on s'attendait pas, c'était plus ou moins une blague, on s'attendait pas à avoir un launch aussi grand, on s'attendait pas à avoir autant d'utilisateurs, on s'attendait pas à avoir autant de retours. On s'attendait pas à devoir parler avec des investisseurs ou avec une boîte qui voulait nous racheter. On s'attendait pas à tout ça. Ah ouais. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais pas prête mentalement pour ce truc-là. Et j'étais très très fatiguée. J'ai perdu mon travail. C'était quoi? Comment ça t'as perdu ton travail? On va dire que à l'époque, je bossais pendant la création de ce projet et ça s'est bien passé, mais suite à un changement de direction dans la boîte dans laquelle je bossais, ça s'est beaucoup moins bien passé. Ok, ouais. Voilà. Tout le monde n'est pas. Voilà. Ouais. Et tout le monde n'est pas. Et je comprends que des boîtes acceptent pas ça, mais moi quand j'avais signé mon contrat, tu leur avais dit. C'était prévenu, on m'avait recruté spécifiquement après avoir découvert ce projet-là. Donc voilà. Parce que là vous aviez des investisseurs qui étaient motivés pour vous financer. On a discuté avec plusieurs angels et on a surtout en fait avant de décider de tout arrêter, on était en discussion avec Live Nation. Oui. Qui est donc le propriétaire de Ticketmaster, qui souhaitait... C'est énorme, Live Nation. C'est énorme. Alors autant me dire que moi je n'étais pas prête à ce genre de truc. Quand c'est comme ça, tu peux pas juste le vendre, faire 1 ou 2 ans et puis après basta et tu passes à autre chose. Ouais, c'est ce que j'aurais bien prévu de faire. Le problème c'est que les conditions... C'est 4 ans. Non, c'est même pas ça. C'était des conditions dans le contrat qui me perturbaient beaucoup. Toute la communication de KM, ça a été fait sur le respect. Ouais.
Et oui, bah oui, c'est voilà. c'est le produit justement. Et les conditions en fait de l'acquisition semblaient ne pas vraiment respecter le droit d'auteur des personnes prenant des photos avec l'app. Ah. Voilà, donc ça me posait problème. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que donc Live Nation est propriétaire d'environ 90% du parc de salles de concert aux États-Unis, peut-être même dans le monde, je suis pas sûre. Ils sont monstrueux. Ils sont ensuite propriétaires de Ticketmaster. Donc quand tu achètes un billet de concert pour une salle qui leur appartient, ils sont dans la capacité de te faire signer, enfin de te faire accepter des conditions générales d'utilisation, de vente, etc., qui peuvent, par exemple, leur permettre de récupérer les images qui auraient été prises avec une certaine application qui leur appartiendrait aussi dans une salle de concert. Et donc, de pouvoir avoir du contenu marketing gratuit. Bah, c'est comme Facebook, hein. Facebook qui te dit toutes les photos que tu postes sur leur service leur appartiennent. C'est un peu la même idée. Hein. Oui, mais je pense qu'ils doivent te créditer ou ce genre de choses. Je suis pas sûre que les photos leur appartiennent. Ils avaient changé leur TN6. Hein, je sais pas, il faudrait que je regarde. Ouais. Mais là, en l'occurrence, c'était de dire, bah, si tu prends une photo avec Karim dans une salle de concert qui appartient à Live Nation et que t'as acheté ton billet avec Ticketmaster, bah, en gros, en fait, les photos ne t'appartiennent pas. Et j'ai essayé de négocier ça avec mon pauvre pouvoir de négociation. Bah, de founder, hein. Voilà. Ouais. Et ça très paniqué. Et au final, en fait, j'ai fini par abandonner, totale crise d'angoisse, en pleurs, fin du monde, à me dire, on va arrêter là, parce que voilà, j'ai pas envie de bosser sur ce projet, j'en ai discuté avec le reste de l'équipe, vous voulez bosser sur ce projet pour combien d'années, j'en sais rien, moi j'arrête. Ah ouais, comme ça, t'as été direct. On arrête. Vous étiez combien à travailler dessus? Je dirais 3,5. 3,5? Ouais. Ok. Mais je suis super fière de cette expérience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment sur le profil de founder, de se dire je vais créer quelque chose et je vais être le prochain Mark Zuckerberg et tout va bien se passer. Mais je sais pas si vous avez eu des interviews de Mark Zuckerberg, mais le mec il est en panique quoi. Moi je vous souhaite pas de vivre ce stress-là si vous êtes pas prêt à le voir. On peut voir la tête de Musk là en ce moment. Ça a pas l'air d'aller. Hein. Bah après le mec il a je sais pas combien de compagnies. Non mais enfin. Puis il arrête. Hein. Ce que je dis, c'est que être fondateur, ça se travaille, ça se prépare. Ouais. Ça se fait pas par hasard. Et mon expérience sur Cam, ce qui m'a intéressé, c'est d'arrêter d'avoir cette vision de un jour, je vais ouvrir une porte et je vais devenir Steve Jobs. Ce qui veut dire que t'anticipes maintenant systématiquement le fait que, ok, si ça marche, potentiellement il va se passer ça, donc est-ce que je suis prêt ou pas à le faire? Ouais. C'est ça. Et est-ce que j'ai vraiment envie de bosser sur ce projet sur le long terme? Ouais. Si je le fais correctement. C'est quoi, toi, les éléments qui te font dire est-ce que j'ai vraiment envie d'y rester autant de temps ou pas? Qu'est-ce qu'il faut que ça... Il faut que ce soit un domaine qui m'intéresse vraiment, enfin dans lequel je crois vraiment. Donc par exemple le remote work, j'y crois vraiment. Product Hunt, j'y crois vraiment. Il faut que je puisse faire les choses avec mes propres conditions. C'est-à-dire que KM, il y avait très peu de voies de monétisation. Ouais. Donc ça dépendait soit d'investisseurs, soit d'un géant. Remote Stories, si je le relaunch, c'est avec des possibilités de MRR. Ouais, mon objectif c'est pas de faire 100 000 balles par mois, tu vois. C'est d'avoir une vie convenable. Peut-être avec plusieurs petits projets ou un qui va être un complément de revenu ou ce genre de choses. D'accord. Ok. Mais voilà. Et en mode bootstrap ou investisseur? Complètement. Bootstrap de préférence. Ouais. Ok. Donc bootstrap, dans l'idée, c'est vraiment pas besoin de solliciter de l'argent d'investisseurs et commencer à monétiser le plus tôt possible dans le projet et s'autofinancer par ça. Je pense que quand on a suffisamment de compétences techniques, vaut mieux commencer en bootstrap et essayer de tirer le plus longtemps possible comme ça, en fait. C'est quoi l'intérêt de lever des fonds si on sait soi-même développer son système? Si les conseils, quels conseils tu donnerais à quelqu'un de junior qui démarre dans le product design? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est qu'est-ce il ou elle devrait ignorer? Alors, mon premier conseil, ce serait d'avoir de l'humilité. En début de carrière, c'est super facile de se dire je fais mieux que tout le monde, machin, etc. Avec le recul, franchement, on était vraiment cons. Donc, épargnez-vous ça. Soyez ouverts, même si vous pensez que les plus vieux sont cons, juste le dites pas. Ouais.
Mon vrai conseil, ce serait de vraiment utiliser les produits, pas juste les regarder. C'est facile d'aller sur Dribbble et de dire « Ah, c'est joli, machin, etc. » Utilisez les produits. Soyez un utilisateur de votre propre produit, c'est super important. Comprenez en fait que tout le monde essaye de faire au mieux. Et en revanche, si vous voyez que quelqu'un n'essaye pas de faire au mieux, dites-le. Et dans les conseils qu'une personne devrait ignorer, vraiment? Alors moi, un des conseils que j'ai reçus et que je recommande à n'importe quel designer d'ignorer, c'est que les femmes n'ont pas le cerveau fait pour faire du product design, parce qu'apparemment on ne gère pas bien l'espace. Alors ça, vous pouvez en fait faire un grand sourire et ensuite dire fuck off. C'est ma recommandation. Putain, c'est fou ça. T'es quand même tombé sur des bons connards, hein. Non. Même pas. Non, ça va, les gens étaient cool, hein. Mais c'est juste des petites phrases, tu vois, comme ça, elles restent longtemps. Ça me paraît incroyable. Dernière question. Est-ce que tu as un tic ou une habitude un peu inhabituelle? Ah ouais, mis à part de boire du coca. Mis à part le coca, c'est infernal. Mais alors, il y a 2 trucs que je fais. Par exemple, je vais avoir terminé un projet je vais avoir terminé de bosser sur quelque chose et je vais dire tac tac tac, ça c'est fait. Tac tac tac, ça c'est fait. Tac tac tac, ça c'est fait. Et genre je le dis 50 fois par jour. Ou alors chaque fois que j'envoie un mail, je fais YOLO et j'envoie mon mail. Et je fais ça tout le temps et merci beaucoup. Tac tac tac, ça c'est fait. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour la French Touch. Alors avant de vous quitter, quelques petites choses. Encore merci à Julie pour son temps et pour son retour d'expérience. Vous pouvez la retrouver sur Twitter sous le pseudo @syswarren, SYSWA2REN, ou directement sur son site web julie.design. Enfin un site web simple. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les références, les outils, les personnes qui sont citées dans l'épisode par Julie. Pour cela, il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement vers le site lafrenchtouch.fm. Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback, vous pouvez le faire directement sur Twitter, comme je l'évoquais avec le questionnaire. Le pseudo c'est @lafrenchtouchfm tout attaché. À nouveau, je veux prendre un peu de temps aussi pour vraiment vous remercier, déjà d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a vraiment plu. Et surtout, si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez me le dire, soit en m'envoyant un petit commentaire ou une note, 5 étoiles de préférence sur iTunes, ça motive beaucoup et ça aide à faire connaître le podcast. Voilà, merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de la French Touch.